Oui, Interview Amazir 2. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que finalement, il y a très peu d'autorité physique. Et par cette hypnose, par ce sentiment de culpabilité que les gens ont intériorisé, finalement, ils s'autocontrôlent individuellement ou collectivement. Bah oui, il y a une pression sociale, mais je le vois moi avec mes enfants. Par exemple, moi, mes enfants, je leur dis, mettez pas de masque. Si vraiment on vous emmerde et que vous n'êtes pas à l'aise, vous dites qu'il faut m'appeler, qu'il m'appelle moi, et il parle avec moi. Et vous dites que c'est votre papa qui vous a dit qu'il ne faut pas mettre le masque. Donc, si tu veux, les gens, ils acceptent des choses, je pense, parce qu'ils sont dans une peur, qui est la première peur, la peur du virus, au début, vous ne savez pas, machin, vous avez eu peur, mais on a compris. Sauf qu'après, cette peur, elle devient abstraite, lointaine, mais tu la réveilles petit à petit avec des petits coups de fouet, tu vois, et elle change. Et aujourd'hui, la plupart des gens, ils ont peur de l'amende. Ils n'ont pas peur du virus, en fait. Ils ont juste peur de l'amende. Et puis, ils se fliquent entre eux, parce qu'ils se disent, pourquoi lui, il ne le porte pas alors que moi, je me fais chier à le porter. Et tu vois, ça devient un truc, comme un peu ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, où tu avais une poignée de résistants et puis plein de gens qui obéissaient, mais qui en plus faisaient du zèle. C'est-à-dire qu'ils dénonçaient ceux qui contrevenaient, ou ceux qui hébergeaient des juifs, ou qui hébergeaient des communistes, ou des anarchistes, ou des résistants. Tu vois. Donc on est vraiment dans un truc, comme tu dis, d'hypnose, de peur. Et la peur, en fait, elle t'empêche de réfléchir. Et puis la peur, elle monopolise le débat. C'est-à-dire que si maintenant on discute, tu vois, on n'est que deux pourtant. Si la peur, elle vient là, dans notre discussion, elle va monopoliser la parole. Parce que c'est comme ça. En fait, c'est un espèce d'aimant, et puis l'homme aime se faire peur. Tu sais, quand on est petit, on raconte des histoires de sorcières, des histoires de loups, il y a toujours la peur. La peur, on y est accro, parce que c'est de l'adrénaline. Et là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens, tous les jours, ils allument leur télé pour entendre le nombre de morts. Ils n'allument pas leur télé pour entendre une bonne nouvelle. Ils l'allument pour entendre une mauvaise nouvelle parce qu'ils s'y sont habitués. C'est un marasme. C'est extrêmement régressif, c'est-à-dire que si on fait obstacle à la force de vie optimiste, elle se retourne contre nous et finalement on va prendre goût à cette régression, à cette infantilisation. On va s'habituer à ça et on va finir par aimer nos oppresseurs. C'est absolument terrible. C'est le syndrome de Stockholm. C'est le syndrome de Stockholm, et puis c'est aussi la politique de ce gouvernement qui est d'acheter la paix sociale, parce qu'en fait, tu regardes, les gilets jaunes, l'hôpital, les ouvriers, je veux dire, ça fait longtemps qu'ils disent aidez-nous, les retraites par exemple, tout ça, c'est des choses, ça fait longtemps que c'est sur le tapis. Et là, depuis qu'il y a ce coronavirus, les milliards, ils pleuvent. Allez, chômage partiel. Parce que c'est eux qui créent la monnaie. Donc, d'ailleurs, la raison pour laquelle Kennedy a été assassiné, c'est aussi parce qu'il avait commencé à émettre des billets de 1, 2, 5 $, en enlevant le monopole de la réserve fédérale des États-Unis, qui est tout sauf fédéral. C'est un cartel de banque, une mafia de banque. Voilà. Alors, les actions concrètes, parle-nous un peu de ton collectif, du coup, Parents Bizané. Alors, Parents Bizané, en fait, on a écrit plein de courriers, on a provoqué une réunion extraordinaire à l'école, et puis là, on a envie, nous, de se mettre avec d'autres collectifs. C'est pour ça, d'ailleurs, que je t'ai branché à la manif, parce que je t'ai entendu parler de ton collectif, et je me suis dit, voilà, puisqu'il y a des gens qui se lèvent là, il faut y aller, tous ensemble. De toute façon, nous, c'est par le biais du port du masque imposé aux enfants, mais après, c'est beaucoup plus large que ça. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est pas que ça, si tu veux, mais c'est pour eux, essentiellement, que je fais ça. Je suis en train de sauver ma peau, ça y est, j'en ai pour quoi. Si j'ai de la chance, je vis 20 ans encore. Tu vois, j'ai 50 ans dans 2 ans, je ne fais pas ça pour moi. Mais je ne peux pas laisser les enfants à la merci de ces criminels. Non, tout à fait. C'est une violence, une perversion. C'est comme si on leur mettait en permanence une main sur la bouche. Bien sûr, et puis c'est une bride, hein. C'est une bride et une muselière. C'est-à-dire que quand tu es masqué, tu es déjà caché derrière quelque chose, et tu es un peu comme derrière un écran, en fait. Tu sais, tu retrouves, si tu veux, si tu laisses faire ça, avec en plus les écrans des portables et les écrans des ordinateurs, en fait, les enfants, si tu les laisses comme ça, il y a un moment où ils vont plus supporter d'enlever le masque, parce qu'en fait, tous leurs rapports sociaux, déjà, ils sont déjà derrière un écran, ils sont déjà dans l'anonymat, on le voit bien, Facebook, YouTube, c'est plein de gros mots. On sait bien que les mecs, si tu les as face à face, même s'ils ne sont pas d'accord, ils ne vont jamais t'insulter, c'est parce qu'ils sont derrière un écran, ils ont un masque aussi, tu vois, ils sont masqués. Donc,
Le masque, en fait, il est là depuis longtemps. Oui, en fait, c'est une privation sensorielle. Je m'en suis rendu compte dans le TGV il y a une semaine. Je voyais les gens, ils avaient le nez couvert, la bouche couverte, des oreillettes, ils regardaient les écrans et ils ne pouvaient pas se toucher. Bah oui. Et dans la privation sensorielle, c'est là qu'on peut reprogrammer les gens. C'est le fameux projet MK Ultra qui est derrière les travaux sur la stratégie du choc en Amérique du Sud. Les travaux du docteur Donald Evan Cameron qui avait interviewé les nazis à Nuremberg. Et donc on est vraiment dans cette stratégie de capitalisme du désastre, de stratégie du choc, comme disait Naomi Klein. Et donc on est aux antipodes du complotisme parce que ce sont des cas historiques. On a l'Italie des années de plomb, on a le plan Condor en Amérique du Sud, donc c'est très grave. Alors tu parlais de fédérer les collectifs, bon, il y a l'excellent site Réinfo Covid, et plus proche de nous, géographiquement, il y a aussi le collectif Agir pour nos enfants, du Pays Voironnais, qui organise du coup une manif, place Félix Poula, samedi, à 10 h. Donc il faut vraiment être le plus nombreux possible, faire des actions ensemble, signer des pétitions, interpeller les élus, la presse locale, les parents, les professeurs, parce que c'est comme ça, c'est en leur rouvrant les yeux qu'on va pouvoir faire quelque chose. Rien n'est jamais perdu, hein. Il ne faut jamais baisser les bras. C'est pas perdu, mais c'est vrai que la docilité, elle fait peur. C'est d'ailleurs, je crois que c'est Einstein il dit ça, il dit j'ai pas peur du danger, j'ai peur de ceux qui ont peur du danger. Oui, il disait le bruit des pantoufles m'effraie plus que celui des bottes. Ouais, voilà. Bah oui, parce que en fait, c'est vrai qu'il y a un certain confort minimum auquel ils veulent nous habituer, parce que je les vois venir avec leurs gros sabots de salaire universel, des machins. En fait, ils veulent nous garder chez nous, en télétravail ou en esclavage, mais en tout cas avec des tout petits salaires, juste de quoi subsister. Plus de culture, plus rien du tout, plus de rapports sociaux, plus de possibilité de se révolter, c'est ça qu'ils veulent. Avec un vaccin dont on ignore les effets secondaires et quelque chose complètement dingue pour un virus mutant qui va toucher à notre ADN, à toucher à notre génétique. Les tests PCR qui sont dangereux, qui se trompent à 95%, et qui sont aussi un test de soumission. Quand on met quelque chose comme ça sur la paroi hémato-encéphalique, il y a des risques parfois qui aboutissent à des lésions définitives. C'est d'une violence extrême. Bien sûr. Non, mais en plus, c'est d'une violence et d'une absurdité extrême, parce que, encore une fois, on me fait mettre des masques même à des adultes à l'extérieur. Alors on te dit, c'est pour protéger les autres, comme si on avait été des égoïstes toute notre vie et qu'en 2020 on a compris ce que c'était que l'altruisme et le fait de penser alors qu'ils ont laissé mourir les personnes âgées. Bien sûr, ils interdisent de soigner par l'hydroxychloroquine, ils effondrent l'hôpital, donc forcément ils explosent les chiffres avec les tests et ils créent une peur panique chez un certain nombre de personnes, donc c'est extrêmement machiavélique. Les tests, déjà, c'est une histoire de cycle, c'est qu'il y a beaucoup trop de cycles. En animal, ils font 22, 25 cycles, ici c'est 35, au-delà de 35. C'est obligatoire 45. Que ce soit au-dessus de 37, alors qu'au-dessus de 37, justement, on ne peut plus déterminer s'il y a contagion. Plus, voilà, donc c'est. Même Raoult, il a dit c'est la mémoire de l'eau, au-delà de 35. Il dit après 35, ce qu'on trouve, c'est même plus chimique, c'est physique. C'est une structure physique de quelque chose qui a été là. Donc c'est évident que les tests PCR, c'est quelque chose qui booste les chiffres, qui fait peur aux gens. Tu connais l'histoire de Karim Ellis, oui, qui est mort, qui leur a dit c'est pas des tests de dépistage, c'est des tests de diagnostic. C'est-à-dire, il dit c'est un test qui est fait pour quelqu'un qui est symptomatique, il est malade, et là tu fais un test PCR. Voilà, c'est confirmé qu'il y a. On teste des gens qui ne sont pas symptomatiques, c'est ça aussi. C'est débile, mais ça c'est débile. Quand on dit tester massivement dans le cadre d'une épidémie, c'est bien sûr tester les gens d'abord avec des symptômes, tu vas pas tester des gens qui sont... Non, mais de toute façon on n'a fait que des trucs qu'on n'a jamais fait. Enfermer des gens sains, ça c'est jamais, même à l'époque de la peste, on n'a pas fait ça. La peste, elle tue une personne sur deux, c'est pas le coronavirus. Hein. Le coronavirus, c'est 2 personnes sur 1000, 0,2%. 2 personnes sur 1000. De malades, c'est-à-dire en létalité. Là, je te parle, la peste, c'était la mortalité, c'est même pas la létalité. Tu avais une personne sur 2 qui crevait, 50 millions de morts. C'est pas... Tu vois. Et la peste, on s'en est débarrassé comment? Avec un incendie. À Londres, je sais que c'est après un incendie. 1666, il y a eu un grand incendie. Mais les généticiens, il y a beaucoup de généticiens qui disent que la peste, elle est dans notre génome. Et que c'est pour ça qu'on n'a plus de peste. C'est parce qu'elle est rentrée dans le génome de l'être humain. Donc c'est absurde ce qu'on est en train de faire. C'est vraiment, on est en train d'affaiblir en fait le système immunitaire. Tout à fait, oui. On doit